Je suis Isabelle Letissier et je suis présidente depuis 10 ans de la branche française du WWF, par ailleurs navigatrice et écrivaine. D'accord. Écoute, le premier sujet, donc là, c'est par rapport évidemment à ton domaine d'intervention sur la question de l'environnement, de la biodiversité, des espèces, etc. Donc, le premier sujet que je voulais te demander, c'est est-ce que quelque part, la situation que nous connaissons aujourd'hui, on la voyait venir? Est-ce qu'il y avait des choses qui laissaient penser que de toute manière, une telle épidémie allait arriver et quelle est pour toi l'origine de tout ça? Alors, l'origine de tout ça, c'est que le monde vivant, les espèces, elles vivent toutes dans un certain écosystème. C'est en haut des arbres, c'est dans le sous-sol, c'est le chaud, le froid, enfin voilà. Et que là, elles sont en principe en interaction avec un certain nombre d'autres espèces. Donc, ces milieux évoluent très lentement, mais voilà. Et donc, les virus et les bactéries sont partagés par écosystème, en gros, entre ces espèces. Et donc, elles arrivent au bout d'un certain nombre de centaines d'années, de siècles, etc., à développer plus ou moins des résistances. Et donc, tu prends une espèce animale qui vit au fin fond de la forêt africaine, elle est infectée par un certain nombre de virus et de bactéries comme nous, mais ce n'est pas les mêmes que nous, et donc elle est résistante aux siens, et nous, on est résistants aux nôtres. Ce qui s'est passé depuis en particulier accéléré depuis quelques dizaines d'années, c'est qu'on a globalement rapproché les communautés humaines d'un certain nombre de communautés animales, végétales, mais on n'est pas très infecté par les choses d'origine végétale, mais en tout cas animales. Alors ça s'est fait de multiples façons. Une des grandes causes, c'est via l'agriculture intensive, la déforestation, l'assèchement des zones humides, la mise en culture d'endroits qui avant étaient très peu, où il y avait très peu d'hommes en fait, tout simplement. Ça s'est fait aussi à travers le développement des infrastructures, quand on fait des routes, quand on développe des villes, quand on étend des villes, voilà, petit à petit, on amène des communautés humaines au contact avec d'autres espèces animales. Et donc forcément, dans ces contacts, alors il y a une troisième grande cause aussi, c'est l'accélération extrêmement importante du commerce et surtout du commerce illégal des espèces sauvages, qui a flambé au niveau mondial pour différentes raisons. Il y avait historiquement toujours la viande de brousse, mais il y a de plus en plus d'humains dans ces pays-là, donc il y a de plus en plus de commerce de viande de brousse. Il y a aussi tout ce qui concerne la médecine plus ou moins traditionnelle. Je dis plus ou moins parce qu'il y a une vraie médecine traditionnelle, mais il y a aussi des engouements qu'on a vus pour tout d'un coup la corne de rhinocéros, ou que sais-je, ou les écailles de pangolin, voilà. Et puis il y a tout ce qu'on pourrait appeler le braconnage pour le loisir, pour le collectionneur, qui aussi a explosé plutôt dans les pays riches. Donc, on s'est mis à braconner de plus en plus, on s'est rapproché des espèces, et donc, il y a un certain nombre de virus qui sont passés, d'ailleurs dans les deux sens, sauf que les espèces animales, elles ne nous engueulent pas. Mais, et on a vu dans les quelques dizaines d'années, vingtaines d'années qui viennent de s'écouler, on a vu l'apparition assez forte de tout ce qu'on appelle donc les zoonoses. Les zoonoses, c'est les infections des hommes par des virus des espèces animales. Donc, on voit très bien, alors moi j'ai un petit peu regardé, par exemple, pour le SARS, c'est des virus des chauves-souris qui sont véhiculés par la civette, qui est un petit mammifère. Le MERS, c'est les chauves-souris véhiculées par les dromadaires. Le Zika, c'est les moustiques. Le HIV, c'est les primates. Ebola, c'est encore les chauves-souris. Enfin voilà. Donc on voit bien qu'on a. Alors le Covid, on n'est pas encore bien sûr, mais on a parlé du pangolin, on a parlé. Bon, là, il faut laisser un peu. On sait qu'il y a des chauves-souris aussi qui ont des virus qui sont très très proches du Covid. Bon, ça, on verra par la suite. Mais ce qui est sûr, pour répondre à la première partie de ta question, c'est qu'au niveau mondial, les épidémiologistes ont tiré la sonnette d'alarme depuis un certain temps déjà en disant attention, on a de plus en plus de phénomènes comme ça. Maintenant, la gravité, elle dépend de deux choses. Elle dépend d'une part de la viralité, c'est-à-dire est-ce que ça se transmet facilement, et puis est-ce qu'après, une fois que c'est transmis à un homme, ça va pouvoir se transmettre d'homme à homme, parce que ce n'est pas toujours le cas.
Et la deuxième chose, c'est le taux de mortalité, évidemment, de ce virus pour l'espèce humaine ou de cette bactérie. Donc aujourd'hui, on a vu un peu tous les cas de figure. La seule cas de figure qu'on n'a vraiment pas vu et qui nous en est peut-être un jour, c'est le très transmissible, très mortel. Là, on a du très transmissible, finalement pas très mortel, malheureusement quand même, mais et on peut très bien avoir voilà, parce que la communauté, on va dire, des virus et des bactéries, elle est innombrable. Il y en a beaucoup qui nous rendent beaucoup de services d'ailleurs, hein. Mais voilà, donc en gros, on peut dire que on pouvait s'attendre d'une certaine manière à ce qu'il y ait des épisodes qui deviennent récurrents. Alors, il y a un dernier phénomène qui va jouer, c'est le dérèglement climatique, parce que ça va en partie pousser certaines espèces, là aussi, à aller en dehors des milieux dans lesquels ils étaient d'habitude. Parce que souvent, les espèces, elles dépendent d'autres espèces. Le facteur température est très important dans la biodiversité. Et donc, on peut avoir, par exemple, les moustiques. C'est très clair que les moustiques sont en train de remonter vers le nord parce qu'il fait de plus en plus chaud et que, par exemple, certains moustiques vont pouvoir passer l'hiver maintenant dans nos régions, alors qu'avant, ils mouraient l'hiver. Donc, le dérèglement climatique est aussi un élément à prendre en compte dans ces questions-là. Donc voilà, on ne peut pas prédire exactement, mais on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait des épisodes et des nouveaux passages de zoonose. Voilà. Là, tu as parlé de transmission du virus avec des effets plus ou moins problématiques et mortels des animaux vers l'homme. Est-ce qu'il y a l'inverse est constaté? Alors, il y a régulièrement, oui, alors sauf que c'est certainement beaucoup moins documenté, parce que quelque part, on s'en fout. Quand on constate des disparitions ou des affaissements importants de population aujourd'hui, de population sauvage, il y a tellement de raisons malheureusement pour lesquelles aujourd'hui ces populations sauvages disparaissent. Ça peut être effectivement des infections. On l'a vu par exemple dans le virus de la grippe aviaire. Les hommes ont pu être porteurs contaminants éventuellement de certaines populations d'oiseaux sauvages. Je vois par exemple à Kerguelen, ça a été, on a considérablement réduit, voire interdit le fait que les hommes aillent dans des endroits où il y a des populations d'oiseaux parce qu'on se disait que peut-être ils pouvaient… Mais bien sûr, ça existe, mais encore une fois, c'est moins documenté. Là, je ne pourrais pas te citer d'exemple, mais c'est évident. Sauf que souvent, les espèces sauvages, enfin, quand elles sont capturées par les hommes, ben, elles ne retournent pas dans leur milieu. Par contre, tu peux avoir aussi, et on l'a vu, des passages entre les animaux sauvages et les animaux domestiques. Et ça a été le cas de la grippe aviaire. Et ça, c'est favorisé par le fait qu'on a confiné, nous, des animaux domestiques en très grande quantité, en particulier dans les élevages industriels, que ce soit de poissons, d'oiseaux divers, et qu'évidemment, là, on va favoriser, quand on confine les animaux ensemble, on favorise évidemment l'explosion du virus et donc sa dissémination. Par rapport à tous ces risques, tu disais des gens ont tiré des sonnettes d'alarme. Est-ce que vous, WWF, c'est quelque chose que vous avez intégré dans vos campagnes de prévention? Comment vous y avez travaillé et comment éventuellement les États, les gouvernements réagissent? Alors, nous, en tant que tel, nous, on écoute ce que disent les scientifiques. Hein, donc, nous, on n'a pas fait d'études scientifiques sur la question. Par contre, on l'a toujours pris en compte dans, par exemple, nos discours sur la déforestation. Quand on parle de la déforestation, elle a beaucoup d'inconvénients pour le climat, pour la biodiversité elle-même, mais on a toujours évoqué ça. Maintenant, je crois que ça apparaît souvent pour les gouvernements, c'est quelque chose d'un peu lointain et d'un peu théorique, quoi. Et puis, comme souvent, la déforestation, par exemple, elle touche pas directement la France. Elle touche éventuellement un peu la France d'outre-mer, mais il n'y a pas beaucoup de forêts, par exemple, très importantes. Bah, en tout cas pour le gouvernement français, c'était pas vraiment un sujet, quoi. Comment tu juges aujourd'hui justement la prise en compte de ce virus-là? Comment tu
comment tu l'analyses, alors, bon, d'un point de vue sanitaire, même si ça, c'est pas ta spécialité, mais surtout d'un point de vue des recherches sur son origine et la manière de le prévenir. Qu'est-ce qu'il y a comme travaux au niveau des gouvernements sur ce thème-là? Est-ce qu'ils sont suffisants quand tu vois les choses? Bon, alors je ne suis pas au courant de tout, hein. Nous, ce qu'on dit aussi, parce qu'évidemment, les scientifiques et la recherche publique, elle travaille sur ces questions-là, hein. Je pense que tu vas auditionner aussi des chercheurs dans ces catégories-là. Des gens qui ont travaillé, par exemple, sur la dissémination des virus et des bactéries en fonction de la température, en fonction des vents, en fonction des échanges humains, parce que évidemment, tout ça se traduit maintenant avec la mondialisation et les échanges d'humains et de marchandises extrêmement rapides. Bien sûr, on voit une explosion très rapide au niveau de la planète, alors qu'avant, les contaminations qui étaient locales, avant qu'elles affectent le monde entier, on avait éventuellement le temps de réagir. Donc ça a été aussi… Et au fond, tout ça prend quand même sa source dans le modèle dans lequel on est aujourd'hui, le modèle d'hyperconsommation, le modèle qui ne se préoccupe pas justement des fondamentaux planétaires et qui fait qu'on est amené à avoir… Pourquoi est-ce qu'il y a cette déforestation? Pourquoi est-ce qu'il y a ce commerce d'espèces? Pourquoi est-ce qu'il y a tout ça? C'est quand même parce que globalement, notre modèle de production et de consommation, il n'est pas durable. Et la durabilité, il ne faut pas la voir seulement dans la question de un jour, il n'y aura plus. La durabilité, elle passe… Enfin, le fait d'être pas durable, ça peut passer par la pandémie, ça peut passer par l'augmentation du niveau de la mer, ça peut passer par plein de choses. La durabilité, c'est l'équilibre global de l'humain sur sa planète, quoi. Alors après, est-ce que les gouvernements ont pris… Ben non, non, ils n'ont pas évidemment pris du tout la mesure de ces choses-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des travaux qui ont pu être faits, mais tout ça jusqu'à maintenant, encore une fois, paraissait assez théorique. Et les impératifs du système étaient tellement forts. Et puis aujourd'hui, l'État, finalement, a un certain nombre de choses à dire, mais pas partout. Enfin, la gestion par les entreprises privées, par les intérêts privés est quand même prépondérante. Donc, avant d'aller interdire à je ne sais pas qui d'aller exploiter tel truc pour vendre, je ne sais pas quoi, des téléphones portables, voilà, ça, c'est l'État n'a finalement qu'une prise assez faible sur ce genre de phénomène. Donc, comme toujours, on socialise les profits et on socialise les pertes et on privatise les profits, mais l'État, finalement, souvent, il peut que essayer d'anticiper aujourd'hui sur des dérèglements et de mettre en place éventuellement des choses. L'intérêt, si je puis dire, enfin, nous, ce sur quoi on essaye de travailler beaucoup là en ce moment sur WWF, c'est vraiment la sortie, et c'est de dire on va mettre des centaines de milliards sur la table et très bien, mettons-les parce qu'on ne va pas laisser les gens dans la mouise, mais essayons au maximum de les conditionnaliser, essayons au maximum de les orienter pour faire en sorte que justement on mette des guidelines, quoi, qu'on encourage certaines choses et qu'on en décourage d'autres. Et là, pour le coup, comme c'est l'État qui va mettre l'argent sur la table, il aura éventuellement son mot à dire, quoi. Ce qu'on n'a pas assez fait, par exemple, en 2008 avec les banques. D'accord, peut-être il fallait sauver les banques, mais voilà, on a fait des chèques en blanc et on n'a pas vraiment ou très peu travaillé sur les questions de fragilité globale du système. Donc, si on veut se prémunir aujourd'hui, c'est impératif de faire changer ces fondamentaux du système, en sachant qu'on va être pris dans une contradiction qui va être, on va avoir un besoin de redémarrer vite, parce que les gens ils vont attendre d'avoir du boulot, pas dans 10 ans, mais au mois de mai ou au mois de juin. Et en même temps, il va falloir peser de toutes nos forces pour changer les fondamentaux. Donc, les fondamentaux, ils ne se changent pas en 5 minutes, quoi. Donc, on va être dans ce double, dans ce truc qui ne va pas être facile à gérer et où je pense que là, il faut mettre en place des propositions très pratico-pratiques. Nous, c'est beaucoup
on n'a pas encore tout à fait fini de travailler là-dessus, mais je te passerai on essaye de travailler sur des choses qui disent, bon, ok, on met l'argent sur la table, mais voilà, comment est-ce qu'on essaye de se donner une clé de répartition et une clé voilà, pour faire évoluer les choses dans l'avenir. Est-ce que tu penses que tu citais un certain nombre de virus qui étaient de même origine, c'est-à-dire de l'animal vers l'homme. Tu disais toi-même que pour le moment, ils avaient eu finalement une mortalité importante, mais limitée si on prend l'échelle humaine. Hein, euh, est-ce que tu penses qu'il y a des solutions pour permettre que dans l'avenir, il n'y en ait plus ou on est juste condamné à essayer de limiter leur effet? Alors, la vie évolue, donc forcément, les virus ils mutent très vite, les bactéries éventuellement aussi, un peu plus lentement, mais on ne peut absolument pas empêcher, et d'ailleurs c'est sans doute pas souhaitable, que les hommes, par l'évolution globale de la vie sur la planète, se trouvent en contact avec des choses nouvelles et, voilà, et potentiellement dangereuses pour les hommes. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer de limiter et de faire en sorte que, là, pour l'instant, on est dans une forme d'accélération de ces contacts entre essentiellement les animaux sauvages et les hommes. Donc là, on peut agir, là, on peut limiter ces contacts. Donc ça, je pense qu'il faut le faire. C'est la question de la réglementation du commerce de la vie sauvage, c'est la question de la déforestation qui est centrale, c'est la question du climat, c'est la question des zones humides, c'est la question… Voilà. Donc là, on peut quand même essayer d'inverser cette tendance qui fait qu'on est quand même maintenant assez fréquemment confronté à ça. Ça, on peut le faire. Maintenant, on ne pourra pas empêcher, et encore une fois, c'est peut-être pas souhaitable, que par l'évolution du système du vivant, il y ait à un moment donné des virus ou des bactéries qui nous éteignent, qui soient nouvelles. Ça c'est une chose. Et par rapport à ça, par rapport à ce reste, on va dire, de risque, où on ne peut pas être à risque zéro, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'avoir un système de recherche, un système de santé, un système de prévention qui soit costaud pour pouvoir, et un système économique aussi qui soit résilient suffisamment pour pouvoir encaisser éventuellement ces chocs-là. Est-ce que là, on voit qu'il y a un effet qui va être mondial sur de quasiment pas l'arrêt économique, mais enfin en tout cas c'est très freiné sur la question de la pollution, des gaz à effet de serre, des émissions de CO2, etc. Est-ce que là-dessus, vous commencez, vous regardez justement ce qui se passe, c'est-à-dire quel est l'impact, qu'est-ce que ça permet de faire, quelle est l'observation en temps réel justement de ce qui s'améliore. On parle d'animaux, par exemple, qui reviennent dans certains endroits en quelques semaines qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Est-ce que là-dessus, il y a une observation qui est faite? Et l'autre question, c'est comment justement, éventuellement, à la fois, bon, il y aura une relance de l'activité économique inévitable, tu l'as dit, mais comment faire en sorte que, entre guillemets, cet acquis de la crise puisse perdurer? Comment est-ce que là-dessus, vous avez une observation? Il y a plusieurs niveaux. Il y a des bons effets, puis il y a quelques mauvais effets. Par exemple, en termes de mauvais effets, nous, on a des remontées de notre équipe de Guyane qui nous dit qu'il y a eu une explosion de l'exploitation illégale de l'or en ce moment. Parce que comme il n'y a plus de flics et que plus personne ne va nulle part, là, en ce moment, c'est un désastre total et les populations locales, là, un peu partout en Guyane, nous disent que c'est l'horreur. Bon, donc il n'y a pas que des bons effets, mais il y a beaucoup de bons effets qui ont été effectivement très médiatisés. Alors, le problème, c'est que si on reprend comme d'habitude, on va dire, ça aura été une parenthèse enchantée de ce point de vue-là, mais donc ça va faire que l'année 2020, comme on en va enlever 2 ou 3 mois, on aura une diminution des gaz à effet de serre, comme on a vu d'ailleurs après 2008. Après 2008, pendant les 2-3 années qui suivent, on était tout content parce qu'on avait l'impression qu'on avait baissé nos émissions de gaz à effet de serre. Mais non, c'est juste que l'industrie avait ralenti et le commerce avait ralenti. Et puis après, on est reparti à la hausse, j'allais
dire comme d'habitude. Donc, en fait, et sur les animaux sauvages, c'est un peu la même chose. Je crois que la leçon de ça, elle est pour moi à deux niveaux. Elle est d'abord que c'est possible et quelque part, pour employer une expression, la nature est bonne fille. Et ça, on le voit déjà, par exemple, quand on arrive à monter une aire marine protégée. Si elle est bien respectée, on voit que très vite, dans les 1 an, 2 ans, 3 ans, on voit que les espèces reviennent, que les écosystèmes se retapent, voilà. Donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement. Les animaux, en fait, ils sont là, mais ils se planquent, et quand ils ne sont pas dérangés, ils vivent leur vie, et du coup, on les voit plus. Et vraisemblablement, j'ai pas de chiffres, hein, bien sûr, mais vraisemblablement, par exemple, la reproduction des oiseaux dans nos pays va être meilleure cette année, parce qu'il y aura eu moins d'interactions, il y aura eu moins de problèmes, et sans doute on aura un succès reproductif un peu meilleur. Donc voilà, je pense que maintenant, tout ça, si on repart comme avant, ce sera nul et non avenu. La seule chose que je trouve intéressante, c'est les mobilisations citoyennes autour de ça. Parce qu'on voit que les gens, finalement, ça leur importe. Ils n'arrêtent pas d'échanger des photos des lagunes de Venise toutes translucides, des chants d'oiseaux à leurs fenêtres à Paris, ou je ne sais pas quoi. Et on voit que, pour moi, c'est assez rassurant, ce lien des humains avec la nature, qui est indispensable, qui était beaucoup perdu quand finalement on ne fréquente plus la nature. On se rend compte que c'est profond dans l'être humain. Et là, tout d'un coup, les gens redécouvrent ce bonheur-là. Et je pense qu'il faut capitaliser là-dessus pour se battre avec eux, pour dire, mais attendez, essayons de protéger ça d'une manière ou d'une autre. Mais on ne va pas le protéger de manière, tu vois, locale, ou tu ne vas pas faire que dans ton parc devant chez toi, il va rester les oiseaux peinards, si de toute façon la circulation automobile et les avions et tout le barnum reprend comme d'habitude, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est plus que je pense que ça peut sensibiliser les gens sur, d'abord, oui, tiens, la nature, ça existe, puis c'est sympa, puis j'aime bien ça, et puis ça me fait du bien, et donc j'ai envie de me battre pour ça, quoi. Ok. Tu as quelque chose à ajouter à cette… Écoute, non, si ce n'est que je pense que les quelques semaines à venir là, vont être vraiment décisives, parce que c'est en ce moment que se décide la relance, et que globalement on sait que ce soit pour le climat, que ce soit pour la biodiversité, les 10 années à venir, elles sont cruciales. Donc là, en 2008, on a perdu 10 ans, parce qu'on est reparti comme avant. Et au contraire même, on nous a expliqué que ce que fait Trump aux États-Unis, par exemple, les contraintes environnementales pour la relance, c'est pas bien, donc on les supprime. Donc on a même régressé sur certains terrains. Si jamais on fait ça là maintenant, on en reprend pour 10 ans, et là on rate le créneau. Donc on est vraiment dans une configuration qui est particulièrement importante. Ce que tu veux dire, c'est que c'est peut-être quelque part la dernière alerte qu'on est en train de vivre. Ouais, moi j'ai l'impression, et puis surtout, c'est un moment où, vu tout cet argent, encore une fois, qui va être mis sur la table, et puis tout ce remue-ménage politique, etc., on a tout d'un coup la possibilité de le faire. Parce que jusqu'à maintenant, on nous disait, il n'y a pas d'argent. Ah bah tiens, là, tout d'un coup, il y a des centaines de milliards. Donc, il y en a de l'argent. Tu vois, on nous disait, c'est pas possible. Combien de fois, à chaque fois qu'on a proposé des trucs, on dit, ah, c'est pas possible parce qu'il y a telle loi, tel machin, tel bidule. Et là, tout d'un coup, on est capable de faire fi de toutes les lois et de dire, bon voilà, maintenant, ça, c'est au-dessus de tout le reste. Donc, on voit bien que c'est possible, aussi bien au niveau politique qu'au niveau économique. Et on a une vraie fenêtre d'opportunité, quoi. Donc, je pense que ça, c'est le côté intéressant des choses, mais il ne faut pas la rater, parce que sinon, effectivement, on en reprend pour 10 ans, et là, après, ça va être de plus en plus compliqué, quoi. Ok, bon, merci Isabelle. Mais je t'en Je prie. ferme l'enregistrement.